bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast. On va pouvoir parler d'une course gagnée d'avance. Vous avez compris, on va parler du parcours du Tour de France 2026 qui vient d'être dévoilé, mais aussi de l'édition féminine avec le retour notamment d'un contre-la-montre. Mais il y a plein de choses à décrypter dans ces deux parcours. Et puis vous, c'est quoi votre avis sur le tracé? Dites-le nous en commentaire sur le chat, voilà, un peu partout. Vous faites ce que vous voulez, pigeons voyageurs même, peu importe, mais dites-nous ce que vous en pensez. De toute façon, on aura le temps d'en discuter pendant cet épisode. Ces questions différentes vont aussi être posées, non pas seulement à vous, mais aussi à eux. Avec alors, il y a deux salles, deux ambiances, encore une fois. Tib, lui, il est au pôle Nord, pour moi, voilà, direction la neige, avec son bonnet, etc. Bonjour Tib. Bonjour Johan, et oui, excuse-moi, il fait pas non plus super chaud, on n'est pas tous en Ariège, visiblement sous un temps caniculaire. Oui, voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, on a le soleil, on a la bonne humeur, la bonne ambiance, avec Samuel qui est là aussi pour nous, avec un petit maillot en plus en dédicace au maillot de meilleur grimpeur, donc c'est magnifique. Salut Samuel, ça va ? Salut Johan, salut le chat, ça va très bien, en plein cœur de l'Ariège, je viens de finir un petit trail, donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous voyez des gens passer derrière moi ou alors être intrigués par une espèce de pèlerin avec un ring light et un portable qui se tiennent debout, parce que voilà, je suis dans l'Ariège, il y a très peu de réseau, mais on a quand même fait le déplacement pour participer à cette belle émission et parler de ce superbe tracé du Tour de France. Ah superbe, attention, là aussi deux salles, deux ambiances. Alors là, L'entrée, aujourd'hui, on commence fort. J'ai pas mon marteau. Ça aurait été incroyable de pouvoir avoir mon marteau de juge, hein, parce qu'on le sort pas à chaque fois. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on n'est pas d'accord là-dessus. Pour le trail, ça a été plutôt bien. Comment ça s'est passé? On a pulvérisé la course? Je l'ai fait tout seul. Déjà, je m'entraîne pour deux trails ou trois trails qui vont arriver dans l'année. Et oui, content dans un premier temps, puis mécontent de voir que je m'étais trompé de chemin. Du coup, j'ai rebroussé chemin pour refaire la bosse. Et voilà, et là, un peu plus content quand même. Et nouveau du trail, Thibaut, toi, non, à Tours, il n'y a pas. Ah, mais en plus, t'as bien couru, hein? Eh ouais, t'étais presque champion du monde, hein? Bah oui! Ah bon? Où? Non. Quand? Comment? Il y a des années. Il y a des années, oui. Ouais, bon, j'ai l'impression que c'est Bien des douloureux. années en arrière. C'est douloureux. Type qui était d'ailleurs au Palais des Congrès hier, comme ça il va pouvoir nous rapporter ce qui s'est dit avec toutes les stars. En heure d'ailleurs, grâce à mes amis de la SNCF. Et toutes les stars qui étaient présentes sur scène aussi, hein. De nombreuses stars, hein. J'ai vu, franchement c'était magnifique. Ouais, il manquait beaucoup de monde. Bref, on y va peut-être parce que l'intro est un peu longue, je pense que les gens sont en train de s'endormir. Alors on est parti, on va parler du tracé de ce Tour de France masculin et féminin 2026. C'est parti pour le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Alors, déjà, j'essaye de vous faire un petit résumé de ce Tour de France, de ce tracé. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y immédiatement, allez sur différents sites pour voir le parcours. Je vais essayer d'aller très très vite, hein. Donc avec un départ à Barcelone, ça on le savait, contre la montre par équipe pour commencer. Ensuite les Pyrénées, on passe tous les massifs, on remonte jusque dans les Vosges, on descend au Jura, direction les Alpes avec deux ascensions de l'Alpe d'Huez notamment. Pas beaucoup de chrono, il y aura un chrono d'ailleurs à ce moment-là, le seul chrono 26 km. Et ensuite direction Paris pour un nouveau passage de Montmartre. On va en parler pour terminer. En gros, voilà le résumé de l'édition 2026. Bon, on va commencer direct. Tib, maintenant que c'est fait, on a vu le tracé, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, question comme ça. Sur le papier, évidemment. Tu vois, genre, ma réaction sur pas mal d'étapes au Palais des Congrès, c'était celle-ci. Ah oui, bah alors, pourquoi? Voilà ce que j'en pense. Pourquoi? Parce que c'est un tout, et c'est ce que je disais à Samuel sur X, c'est un tour redondant, c'est un tour de déjà vu et parfois de déjà trop vu. Déjà vu parce que on passe à un grand départ avec un contre-la-montre par équipe et on arrive à Montjuic. Le lendemain, qu'est-ce qu'on se fait? Un circuit à Montjuic. On finit ce Tour de France par une étape qui arrive à l'Alpe d'Huez et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on arrive à l'Alpe d'Huez. Et puis on a cette dernière étape où bon, c'est sympa Montmartre, mais on l'avait dit et on le répétait. C'est quand même mieux de laisser ces Champs-Élysées rester quand même la norme et que Montmartre devienne l'exception et pas l'inverse. Et là, visiblement, bon bah on va surfer sur un engouement populaire parce que il y a eu énormément de téléspectateurs, il y a eu énormément de spectateurs sur place, mais ce qu'on va pas
gommer un peu la beauté, de Montmartre, en faisant la norme, je suis un peu mitigé et puis un tour du déjà trop vu parce qu'on a des étapes, qui se répètent et qui ne cessent de se répéter. Il y a 2 ans, on était à l'étape du Lioran, on va répéter le même mode opératoire avec Tout le à même fait. final. Il y a quelques années, on a surfé sur, l'étape du Markstein avec, Oui, l'hommage le du virage virage Pinot, Pinot. ouais. Ouais. Là, on y retourne. Honnêtement, on peut aussi, faire un peu de nouveau, et essayer, de ne pas faire, du vieux avec du vieux. Il y a quand même un petit peu de nouveau, on parle des arrivées inédites, hein, on aura le temps d'aller dans les détails, plateau de Solaison avec du coup une nouvelle arrivée en tout cas sur le Tour de France parce que ça avait déjà été fait sur le Dauphiné. On a avant le Marstein, on a le col du Hague aussi. Voilà, on a tenté quand même quelques trucs, mais c'est vrai que pour le coup, il y a des arrivées qui sont assez similaires à ces dernières années. La parole maintenant est à la défense. Samuel, pour toi, quand tu as vu le tracé, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, comme ça à chaud, tu t'es dit tiens, oui, non, oui, non. J'étais un peu mitigé. On va dire que dans un premier temps, bon, le tracé en Espagne, on le connaissait déjà un petit peu, et là, je rejoins un type totalement dessus, c'est-à-dire que c'est la bis repetita de la Vuelta 2022 ou 2023, je ne sais plus quelle édition. Donc, vu et revu, on sait très bien ce qui va se passer sur ces 2 premières étapes, avec sûrement Pogacar qui va aller chercher le maillot jaune sur le contre-la-montre par équipe, puis de lâcher à Montjuic. Ouais, ça on en Et par parlera. contre, pour la suite, moi, je suis bien plus optimiste parce que justement, je pense que on surfe sur une tendance qui est donc l'ultra montagne et aussi à mettre énormément d'arrivées punchy, on va dire. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé sur ce tour, c'est-à-dire qu'on a certes de la répétition avec Garcia-Merlette, on souffle, on l'a vu en 2020, c'était roulant au possible. Gavarni, mais justement, ça va ouais. permettre d'avoir une arrivée. Pardon? Gavarni aussi, même si c'est inédit, Gavarni, là assez c'est roulant, 3%, très roulant, très roulant, c'est dans la Gavarni. 3%, ouais. Mais bon, il y a le tourmêlé avant. Mais justement, j'apprécie quelque chose, on va dire, qui va sûrement permettre d'ouvrir peut-être un peu plus la course. Depuis 2024, 2025, on a eu une ultra domination de Pogacar, et quand il ne voulait pas gagner, il laissait filer la course. Là, je pense qu'on aura une course qui sera beaucoup plus ouverte, avec une perte du maillot qui se fera beaucoup plus tôt pour le récupérer sûrement très tard dans la course. Donc, au diable la répétition des arrivées, au diable le peu d'originalité du parcours, qui est vrai, il faut le dire. Je pense qu'on aura beaucoup plus de vainqueurs d'étape que ce qu'on est habitué à le voir maintenant depuis quelques années. Et voilà, donc c'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie. Je pense que le scénario va être beaucoup plus ouvert. Le retour des sprinteurs, le retour des étapes pour les échappés. Et c'est ce que j'ai vu, moi, en faisant un petit bilan juste après la présentation du Tour de France. C'est directement ce dont à quoi j'ai pensé. Un parcours très équilibré qui va nous offrir tant du spectacle pour le classement général que des échappées et du sprint. Bon, on aura le temps d'en Les parler. sprinters Oui. sont quand même pas mal délaissés, hein. Oui. Bah justement. Excuse-moi, mais Tu première leur enlèves les Champs-Élysées, ok, je suis d'accord avec ouais, toi. mais Milan n'aura pas tu sa leur enlèves photo, aussi aura pas sa photo dans son salon. Mais ça après, fait il y a combien quand même de pas mal temps? de choses. Mais ça fait combien de temps qu'un maillot jaune n'a pas été, sur les épaules d'un sprinter? Bah, Quelques mois, vu que Philipsen. Jasper Philipsen Bah l'a oui. pris. Ah là, Tim. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, Tim, dans le sens où nous, on a grandi, notamment dans les années 2000 et début 2010, où Bah oui, on avec avait une une première première semaine où tu avais Ouais. 7 sprints consécutifs. Bon, eh ben moi, je trouve que c'est pas plus mal, effectivement, qu'on ait un peu modifié ça. Mais à l'inverse, je trouve que maintenant, on est trop dans cette tendance à mettre d'entrée du punch dans la gueule, que ce soit 2020 à Nice. Bon, ça aurait pas dû finir en sprint, mais c'est Christophe qui a pris le maillot jaune. San Sébastien. 2021 à la Philippe, 2022, je sais même plus qui c'est, mais ça doit pas être un sprinter. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça, je suis d'accord avec toi. Bah, et après, on essaye, c'est vrai que là, pour le coup, Tib, il y a eu quand même un sprint, on a voulu donner au sprinter l'année dernière. C'est vrai qu'après, c'est assez redondant. On va pouvoir détailler, vous inquiétez pas, on va parler des sprinters et tout ça. On va essayer de déjà défiler un peu ce On a parcours. voulu leur donner un petit os à enroger sur la première étape, mais pour le reste, on a voulu après, une derrière, bataille Boulogne et compagnie, c'était Mathieu compliqué. entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, et pourquoi pas une présence de Wout van Aert. On veut une bataille des monstres, et c'est encore présent sur ce tracé de la première semaine de ce Tour de France 2026. On va défiler donc ces étapes entre guillemets pour ce Tour de France 2026. Déjà donc Barcelone, ça on le savait avec le contre-la-montre par équipe. On va en discuter très rapidement puisque déjà première chose. On le savait, hein, encore une fois, mais on peut se permettre maintenant qu'on connaît tout le tracé, on a le point de vue global. On a donc un contre-la-montre par équipe de 18 km, ce qui n'est pas beaucoup.
On va pas se mentir. Là, pour vous donner un exemple, C'est pas gênant. Hein. 23 km, il y avait, donc c'était en 2011, entre les 5 premiers, il y avait 5 secondes. Bon là, ça va être différent parce que c'était plutôt groupé. Maintenant, on va pouvoir donner le temps sur le meilleur. Mais ça aussi, on va en discuter. Mais non, en 2005 notamment, les contre-la-montre par équipe, c'était autour de 60 km, 66 km en 2005. Voilà, on avait quand même des chronos un peu plus longs. Moi, j'en ai un peu marre de mettre des contre-la-montre par équipe qui est juste un défilé des équipes qui vont juste arriver au pied de Montjuïc. Et là, donc Pogacar, Vingegaard, Remco et compagnie, ils vont juste s'arrêter au pied, ils vont dire allez mon coco, c'est maintenant. Et en fait, ça va juste ressembler à un contre-la-montre individuel sur la fin. J'aime pas. Moi, j'aimerais bien qu'on mette enfin un vrai contre-la-montre par équipe. Autant, si on en met un vrai, avec contre-la-montre par équipe. Et pas en première étape. Etc. Non, pas en première étape, si vous voulez. En 2, 3e, 4e, c'est ce qui a été fait par le passé. Où là, on voit quelle est l'équipe la meilleure. Et en plus, ça permet aux équipes de devoir changer sa stratégie, parce qu'on ne prend pas que des grimpeurs pour aider, il faut aussi prendre des rouleurs, parce qu'on sait que contre-la-montre par équipe, tu peux perdre 1 minute ou un truc comme ça. Moi, c'est ça qui m'embête. Si tu fais un contre-la-montre par équipe, soit tu fais un défilé, c'est un prologue un peu comme c'est le cas sur la Vuelta, ou alors on change. Mais bon, bref, déjà le contre-la-montre par équipe, ça me gêne surtout avec ce temps pris cette fois-ci sur le premier. On va déjà avoir une bataille Vingegaard-Pogacar dès le premier jour. Laissez-nous respirer un petit peu. Tu as totalement raison. C'est vrai que dans la vidéo que j'ai fait hier, j'ai mis en avant le fait que le contre-la-montre par équipe m'avait manqué et que c'était un plaisir de le revoir depuis 2019. Mais effectivement, j'avais complètement zappé le fait que c'était ce règlement-là mis en vigueur sur le Paris-Nice il y a quelques temps. Et effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est zéro par rapport à ça. Oui, on va voir de toute façon. C'est surtout qu'en fait, juste après, tu as un autre contre-la-montre qui est plus loin et qui est extrêmement court. Donc, en fait, la composition des équipes, pour les équipes de leaders, tu peux ramener full grimpeur et très peu de rouleurs. Les rouleurs pour la plaine, mais tu peux t'en ramènes quoi? 2 maximum. Le seul intérêt. Tu ne reverras pas Michael Bier sur le Tour de France. Mais voilà, c'est ça, c'est dommage parce que tu le savais que. Je sais pas, au jour 3, au jour 4, là c'est un moment important. Ouais, je ne demande pas 60 km, on n'est pas à l'époque Armstrong et compagnie. Je demande, je sais pas moi, 40, allez, 40, un truc pour qu'il y ait au moins un petit peu d'écart. Et au pire, on met, comme on le faisait par le passé, on bloquait les écarts quand c'était trop, mais histoire que au moins il y ait un petit quelque chose, parce que par exemple dans cet exercice, je sais pas moi, la Visma, la Lidl Trek aussi avec Ayuso l'année prochaine, voilà, ce sont des équipes qui pourquoi pas peuvent reprendre du temps sur un Pogacar qui a full grimpeur, mais pas forcément les meilleurs rouleurs du monde. Voilà, même la Soudal, il faut que je me mette à l'heure. À la Red Bull Bora-Hansgrohe avec Remco, voilà, ça peut être intéressant. Mais pouvez reprendre du temps, ça dépend du format. Et là, le format en mode boulet de canon, on décide du temps sur le premier. Bon, bah, ça t'enlève une dimension stratégique de cohésion d'équipe. Et en fait, le seul intérêt de ce contre-la-montre par équipe, ça va être pour les candidats au podium, voir, allez, est-ce que la Visma tentera le coup du boulet de canon, ou est-ce qu'on tentera d'avoir 2 coureurs pour avoir une hydre à 2 têtes? En fait, c'est le seul intérêt. Et voir les UAE, en fait, leur tactique, à combien de temps va être le second lieutenant de Tadej Pogacar? Est-ce qu'on va essayer de mettre un deuxième coureur sur le podium? On aura la réponse avec la stratégie de ce chrono. Tu auras Pogacar et Vine, très certainement, c'est ce qui risque d'arriver. Mais en fait, c'est ça aussi qui va être un problème, parce que par exemple, pour l'équipe Visma, on prend Vingegaard par exemple qui retourne sur le Tour de France en pleine forme, etc. Déjà, on aime bien quand même Visma. L'objectif, c'était d'avoir plusieurs cartes pour embêter, je sais pas, un Jorgensen aussi, pour pouvoir avoir 2 cartes et fatiguer un peu Pogacar. Là, cette fois-ci, ils n'auront pas le choix. Enfin, je veux dire, Jorgensen, ça se trouve, il va prendre 2 minutes parce que on est obligé d'amener Vingegaard parce que l'autre monstre, Pogacar, si tu montes à 2, t'es mort. Pas 2 minutes. Non, mais j'abuse, mais bon. Mais, sur la montée de Montjuïc, ça peut aller vite avec les. Quand tu vois les écarts qui sont faits dans la côte de Domancy, il faut se méfier. Hein. Enfin bref, voilà. On va pas passer des heures sur ce contre-la-montre par équipe parce qu'on le connaissait déjà, mais je trouve ça dommage et je pense que c'est un point de vue aussi qui est partagé dans le chat, qu'on sous-utilise du coup ce contre-la-montre par équipe pour une fois. Soit tu fais une balade, soit tu y vas à fond. Voilà pour moi, pour ça. Et puis tu peux changer aussi le système. Un coup c'est le premier, un coup c'est toute l'équipe. Ça aussi c'est potentiellement faisable. On continue donc avec les Pyrénées. Pas beaucoup de choses à dire avec les Pyrénées, c'est juste que voilà, pour les sprinteurs, on a compris que ça allait être compliqué. On a donc Gavarni qui est inédit, mais c'est une montée roulante. On a le Tourmalet avant. Voilà, pour les Pyrénées. Tiens, un mec qui est en Ariège, c'est pas la fiesta pour les Pyrénées, mais bon, en même temps, c'est dès le début.
Non, et puis c'est tant mieux, parce que clairement, si on était parti sur la vibe de 2023, 2024, 2025, on aurait eu d'entrée des étapes. Là, je suis à Axe-les-Thermes avec une arrivée à Axe-3-Domaines ou au col de Paillères. On aurait enchaîné le lendemain avec un départ de Saint-Giron pour aller péter peut-être à Gavarnie, toujours, vu qu'on fait un peu n'importe quoi. Et après, pourquoi pas refaire une étape qui arrive à Otaka, mais là, Ouais, on comme aurait eu ça, le tour qui aurait été joué sur la première deux semaine, comme semaines c'était le cas l'an d'ennui. dernier. 2 semaines d'ennui, on sera en train de dormir avec Pogacar à Mais 6 minutes non, d'avance. mais non. Mais oui, voilà, exactement. On aurait eu 2 semaines d'ennui complètement. Donc moi, je suis plutôt content de la prédisposition des Pyrénées. Comme je le disais, l'arrivée aux Angles, c'est quelque chose d'assez roulant. On l'a vu il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, sur la route d'Occitanie. Donc c'était plutôt sympa. Le lendemain, Carcassonne-Foix, on dirait que c'est plat sur le papier, mais ça va permettre une belle bataille. Comme ça s'était fait il y a quelques années avec Sandy Cazard et Luis Leon Oh là là. Sanchez et Sagan qui s'étaient évadés en montagne. L'étape de Gavarnie pourrait y avoir quand même, ça pourrait être une étape pour les favoris du classement général. Et après un peu de sprint du côté C'est de une Pau. étape. Gavarnier, quand même, si Tadej Pogacar veut déjà enfoncer un premier clou, il peut tenter de s'isoler dans le Tourmalet, puis après, c'est un Ouais. show Et c'est un show justement, dans tu la vois, descente, puis 18 ouais, km de contre-la-montre en faux plat montant, quoi. c'est ça. On pourrait voir peut-être quelque chose plutôt que de le voir attaquer comme ce qu'il a fait à Otakam cette année, le voir attaquer d'un petit peu plus loin et voir du coup s'il peut tenir tout ça. Voilà, ça peut être Mais c'est pour quelque ça que chose je d'un suis peu plus pas intéressant que d'accord. de le voir sur une montée sèche. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'hypothèse d'un Tadej Pogacar qui lâche le maillot assez tôt et qui le récupère tard. Il peut le récupérer des Gavarnier, voire enfoncer le clou au Lioran, et puis après, il est en totale gestion Ouais, sur ce Tour de France. Et ouais. Ouais, c'est mais la grosse méfiance avec ce tracé. vu que c'est assez roulant, je ne sais pas qui portera le maillot jaune à ce moment-là, mais admettons, et vous parliez dans le coup tordu justement d'une hypothèse ou un scénario un peu à la Van Avermaet il y a quelques années. Si tu te retrouves avec un mec qui est maillot jaune avec 7 minutes d'avance, même si Pogacar reprend un peu d'avance, c'est pas dit que derrière, vu que c'est assez roulant, les favoris pour le classement général puissent suivre un petit peu, bien sûr. On n'oublie pas qui en a affaire. Et surtout que le mec garde le maillot jaune sur les épaules. Ouais, après, on va quand même, je pense, avoir une échappée, mais c'est vrai qu'il faut perdre beaucoup de temps déjà dès le chrono. Enfin, on va pas faire le match avant qu'il soit joué, mais Non, là, bien pour le sûr. coup, j'ai l'impression que par contre, pour les offensifs, ça va être un tout petit peu plus dur dans les premiers jours. Et puis après, ça va pouvoir, ils vont pouvoir être libérés au Massif central. Ensuite, dans les Vosges, on va arriver donc avec cette étape au Markstein. Après, on va redescendre vers les Alpes. Euh, Avant de s'intéresser plutôt aux Alpes, parce que c'est vrai que l'autre partie, c'est celle accidentée, c'est celle qui va permettre à des baroudeurs de gagner. Aussi, on peut avoir des coups de Trafalgar, évidemment, des stratégies, etc. C'est toujours un moment intéressant, surtout qu'on a vu l'année dernière que les étapes de transition, c'était peut-être les plus belles du Tour de France. Un petit mot sur les sprinters. Vous en parliez tout à l'heure, parce que là, quand on fait le défilé, vous avez entendu montagne, 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 difficulté, difficulté. C'est vrai que l'année prochaine, les sprinters, type tu le disais tout à l'heure, ils vont pas avoir grand chose à manger, surtout si en plus on enlève les 5 Champs-Élysées, étapes. mais ça c'est encore à discuter, puisqu'on a changé un peu le parcours. Certains répertorient 7 étapes, mais on est plutôt sur un 5. Donc les sprinters C'est pas beaucoup, hein, 5, hein, c'est de pire en pire. ont très peu d'os à ronger, et puis ils ont 2 étapes qui suivent. Mais c'est tout. On n'est plus dans le leitmotiv de l'année dernière où c'est pas de sprint d'affilée. Là, on en aura 2 d'affilée avec Bordeaux et Bergerac. Mais pour le reste, ils ont très peu d'occasions assez franches. Ils sont relativement délaissés. Ils sont délaissés en première semaine parce qu'on va devoir attendre le mercredi. Et puis après, ils ont très peu d'occasions franches. Ouais, mais en plus c'est la tendance ces dernières années, il faut pas se mentir, parce qu'on a vu qu'il y avait des étapes un peu chiantes, même si l'année dernière finalement, quand tu mets un tout petit peu de difficulté avec des baroudeurs, tu peux avoir une étape sympathique. Délaisser les sprinters aussi pour toi, Samuel, sur ce tour, sur ce tracé? Effectivement, comme le disait Thib, tu les prives d'un maillot jaune d'entrée, tu les prives des Champs-Élysées à la fin, mais il y a tout ce qui se passe au milieu quand même, cette seconde semaine là, de tout ce qui se passe dans le pays bordelais, ensuite ce qui va vers le Cantal, la Corrèze, l'arrivée à Chalon, l'arrivée à Voiron. Je trouve quand même qu'il y a pas mal d'opportunités. Alors oui, effectivement, aller chercher un maillot distinctif, ce sera très compliqué, mais je trouve quand même qu'il y a une seconde semaine qui est globalement taillée pour eux. Et c'est pour ça, moi, non, je suis assez content. Encore une fois, je campe sur ma position. Le tour est bien équilibré. Ils D'accord. auront 5 occasions, peut-être un petit peu plus. L'étape du sel, notamment, on ne sait pas trop si ça pourrait le faire. Mais non, moi, je trouve que c'est très correct, c'est très correct. Très bien. Quand on repense à cette année, ce qu'on a vécu, où on a passé juste un week-end en enfer avec 2 étapes soporifiques et quasiment rien d'autre.
ou même ce qu'on a vécu sur la Vuelta avec deux d'entrée, deux arrivées au sprint et de la montagne pendant 20 jours. Bon, je trouve que c'est plutôt bien foutu cette année. Mais oui, effectivement, il y aura pas accès à une belle récompense. C'est plutôt ça le problème. Alors, il y a autre chose. Ça reste quand même la tendance. Oui. Excuse-moi, mais ça reste quand même la tendance actuelle où je trouve que les sprinteurs sont punis d'être sprinteurs. Oui. Les sprinteurs sont punis du déroulé de leurs étapes, mais on a aussi un peu besoin de ces respirations. Et les différents déroulés nous ont rendu quand même relativement assez exigeants sur justement ce déroulé des étapes qui sont un peu plus rompiches, mais dont le peloton a besoin pour souffler. On les Mais a bien vus, sûr, Ouais. bien les sûr. coureurs finissent exténués. Ouais, mais en plus, ils sont en train de résoudre ces étapes rompiches vu qu'ils sont en train de réduire les kilomètres. Mais ça aussi, ça va être, Mais voilà, ça il faut va les être un autre réduire tout débat. simplement, plutôt que de s'entêter à faire on a fait une étape de 225 km entre Guéret et Châteauroux. Voilà, là au moins effectivement ça fait 170 bornes. Et puis en plus, je suis désolé, mais le vélo, ce n'est pas que de la montagne. C'est aussi du sprint. Il y a toute une partie du peloton qui travaille pour des sprinteurs. Il y a tout un train qui est mis en place. Et n'en déplaise, que ce soit au grand public ou même aux suiveurs, il faut qu'il y ait du sprint. C'est obligatoire. Retour des étapes A et B. Voilà, je suis en train de militer. Tu fais les étapes A le matin, 25 bornes. Là, tu te dis, mes copains sprinteurs, là, c'est le moment, là. On vous laisse jouer, là. Vous allez vous buter, là, sur un sprint, sur une dernière ligne droite. Voilà. Et puis, on se fait la vraie étape derrière dans l'après-midi. Voilà. Une petite piste que je donne à Esso. Moi, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin. Bon, la semaine Coppi Bartali le fait déjà. Voilà. Pourquoi pas s'inspirer des meilleurs? Après, ça a déjà plus tu été fait réduis dans la les distance, les années précédentes. Ouais. plus tu vas réduire la distance, plus tu vas t'exposer au risque qu'un baroudeur comme Quinn Simons vienne un peu titiller les sprinteurs. En continuant dans ce domaine des sprints et notamment ce qui souvent excite un petit peu les sprinteurs, c'est le maillot vert. Il y a eu du rétro-pédalage, c'est vrai. Mais au départ, on a parlé de 2 sprints intermédiaires dans les étapes de plaine pour apporter un peu plus de points. Finalement, Christian Prudhomme a, lui, dit non, mais on va pas le faire finalement parce que ça va être un petit peu chiant. Les étapes, ça va être un peu stéréotypé. Enfin bref. Pour moi, sur le coup, quand j'ai eu cette info, je dis et si un baroudeur, pour une fois, ça y est, elle va pas y chercher le maillot vert parce que les années précédentes, depuis maintenant un petit moment, les baroudeurs, on leur laissait un peu le maillot à poids. Ces derniers temps, c'est un poil compliqué parce que tu as des monstres. Mais là, d'avoir plusieurs sprints intermédiaires dans les étapes de plaine, ça pourrait, je sais pas, permettre à des coureurs offensifs, on passe à Quinn Simons, pourquoi pas, Van Der Poel, évidemment, enfin des coureurs qui sont souvent devant, d'aller chercher ce maillot vert, puis finalement, on a rétro-pédalé. Moi, je sais pas, non, c'était une mauvaise idée, ça, peut-être, pour vous? On vous en foutait? Je sais pas. Oui et non. En soi, ça aurait pas servi les sprinteurs parce que il y aurait quand même eu beaucoup plus d'intérêt financier pour certaines petites équipes qui n'osent plus aller de l'avant sur les étapes de sprint, d'aller devant parce qu'on leur donnait cette fameuse carotte. Mais là, pour moi, ça n'a aucune influence avec Non. ce tracé parce que dans tous les cas, les sprinteurs, est-ce qu'ils auraient vraiment eu ces 2 sprints intermédiaires? Non. Non, mais ça aurait Est-ce été que pour les baroudeurs. Ça Ouais, fait mais des points. est-ce qu'un baroudeur sur une. Ouais, mais là, tu parles quand même de baroudeurs sur des étapes difficiles. Est-ce qu'ils vont aller s'entêter sur des étapes dont le sort est dévolu à un sprint massif? Mais non, mais par Non. exemple, tu mets 50 points à l'arrivée et tu mets 20 et 20 sur les sprints intermédiaires. Imaginons qu'il y a un mec qui est souvent devant, il prend 40 points, il est à 10 points et après les étapes de montagne, Mais tu les as un mecs sprint sont intermédiaire, quand même etc. beaucoup plus sélectifs. Elles sont beaucoup plus sélectifs et quand tu regardes le tracé global des étapes, elles sont quand même relativement assez ouvertes. Ok. Elles sont pas totalement fermées aux membres du classement général et c'est ça qui est bien. Et elles s'ouvrent aux baroudeurs. Donc, Ok. quand tu es en mode gestion sur 3 semaines, je suis pas sûr qu'un baroudeur sur une étape difficile vallonnée s'expose sur une étape où il y a 2 sprints intermédiaires. T'as pas envie de me laisser rêver, toi. Toi, tu casses direct les rêves. Regarde, Samuel, il est tout feu, tout flamme. Il adore le tracé du Tour de France 2026. Toi, tu as fait non, c'est de la merde. Non, oh, laisse rêver les gens, type. C'est pas parce qu'il fait moins 12 chez toi qu'au bout d'un moment. Ok. Nous aussi, on a du soleil, ok? On Je te mets une laisse petite clé. le soleil dans la vie. On poursuit, donc on a parlé des sprinteurs, etc. On passe aux Alpes, du coup, avec le gros morceau. Comme souvent, c'est vrai, mais là, vraiment, le gros morceau.
avec, comme le disait Christian Prudhomme, une montée crescendo dans ce Tour de France, avec cette arrivée inédite, il faut le souligner, au plateau de Solaizon, inédite sur le Tour de France, attention, 11 km 3 à 9%, et puis après, la double montée d'Alpe d'Huez qui a beaucoup fait parler, en bien ou en mal, avec notamment cette avant-dernière étape. Je vous donne le programme si vous ne l'avez pas vu. Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Alpe d'Huez. Voilà, à bouffer pour tous ceux qui veulent grimper. Là, il y a ce qu'il faut. 5600 D+, pour cette étape. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces Alpes avec, globalement, 2 fois l'Alpe d'Huez? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que vous pensez que ces Alpes vont être le moment de pouvoir renverser, pourquoi pas, le classement général? Est-ce que ça va se jouer jusqu'à l'avant-dernière étape? Personne n'y croit. Mais voilà. Globalement, pour ces Alpes, avant de terminer sur les champs. Qui veut commencer? Samuel, tiens, t'as pas donné la parole avant, on a laissé type. On retombe encore une fois sur un scénario plutôt de la trempe de ce qu'on voyait dans les années 2010, c'est-à-dire avec une 3e semaine très très difficile. On n'avait que des étapes de légende dans les années Froome. Bon, on a vu ce que ça donnait à quelqu'un qui surdomine. Je pense que ça va être le cas de nouveau. Dans tous les cas de figure, ça a beau être super méga dur, on sait très bien que ça va avantager une seule et même personne. Après, moi je suis content de voir le plateau de Solaizon, effectivement, on l'a jamais vu sur le Tour. Je suis content de revoir l'Alpe d'Huez, le voir 2 fois, 2 fois dans la même étape, pourquoi pas, ça aurait pu être sympa. Le voir 2 fois d'affilée, justement, j'écoutais en courant tout à l'heure un très bon podcast dont Type fait partie, Le Coup Tordu, où Vincent supputait l'idée de dire qu'il y avait potentiellement une petite partie agoudronnée au-dessus de l'Alpe d'Huez qui aurait pu donner une arrivée inédite. C'est peut-être dans les backstage pour les années futures, mais c'est vrai que voilà, ça fait une petite répétition, mais bon, ça reste des étapes de montagne sur une 3e semaine, et voilà. Christian Prudhomme disait le Tour de France va monter crescendo, il y aura du suspense jusqu'au bout. Je sais que Thib, tu fais partie de cette team-là. Souvent, ces étapes, Rennes, tu vas voir, ces étapes très difficiles, ça bloque toutes les étapes précédentes. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, il faut en garder sur la pédale parce que la dernière, c'est là où je peux prendre 10 minutes dans la gueule, 5 minutes dans la gueule. Non, Type, t'es pas de... Non, d'habitude, t'es dans cette team-là, non? Oui, je suis dans cette team-là quand Tadej Pogačar n'est pas au départ. Oui, à partir du moment où Tadej Pogačar voudra écraser pour les autres, c'est que la course sera déjà écrasée. Oui, mais c'est pour la course au podium. Et encore, la course au podium, c'est potentiellement la course à la 3e place, puisque Vingegaard reste au-dessus des... Pour Félix Gall et Ayuso, pense à eux. Oui, voilà, mais enfin... Est-ce que tu es vraiment dans une course d'attente quand tu as des mecs qui te tuent la course et qui te forcent à épailler tout un peloton? Non, donc je suis pas sûr que ce soit bloquant, mais je suis pas fan de cet enchaînement des 2 Alpes d'Huez. Honnêtement, on aurait pu garder que cette dernière étape. Cette dernière étape de montagne d'ailleurs, qui est potentiellement la seule de ce Tour de France avec le Tour de France féminin, on en parlera de cette dernière étape de Nice, qui m'a provoqué une petite réaction physique. Tu vois, là, il y a eu quelque chose. Ça t'a titillé, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a eu un petit mouvement érectile qui... Oui, je vois de quoi tu veux parler. Je vais te faire redescendre tout de suite, parce qu'on va parler de Montmartre et des Champs-Élysées. Là, ça t'a chafouiné, puisque t'en as parlé d'entrée directe. Alors, petit changement. Pour cette dernière étape, Montmartre est à 15 km de l'arrivée, c'était à 6 km cette année. Donc, dans l'esprit, en tout cas des organisateurs, c'était de dire on veut que les sprinteurs reviennent dans le jeu parce qu'on a remarqué, cette année, c'était pas trop ça. Même si Wout van Aert était un excellent sprinter. Bref, du coup, Thib, on a entendu un petit peu ton point de vue. On va le réentendre tout à l'heure, t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'énerver un petit peu. Samuel, par rapport à ça, est-ce que déjà le retour de Montmartre, ça te plaît? Est-ce que du coup ce changement va permettre aux sprinteurs de pouvoir s'exprimer potentiellement sur cette dernière étape qui normalement leur est dévolue? Alors moi ça me plaît, mais dans un sens qui n'a rien à voir avec le vélo, c'est-à-dire que cette année j'ai travaillé dans la caravane et nous avons habillé toute la rue Le Pic. Et moi j'ai pas décidé d'en faire partie, j'ai décidé d'aller faire le défilé des Champs-Élysées. Donc là cette année, si j'ai l'opportunité d'y revenir, je veux aller dans la rue Le Pic. C'est pour ça. Voilà, okay, maintenant d'accord. sur le plan sportif, voilà 3 fois d'affilée, les JO, le Tour de France 2025, et là on y retourne. Il y a l'excuse du oui ce sera à 15 km et pas 6 km de l'arrivée.
ça changera rien. Pour peu qu'il y ait quelques gouttes, la saison est encore longue après le Tour de France. Et si tu fais péter la clavette à 2 ou 3 sprinters, ça va pas du tout le faire. Donc non, pour moi, ce sera encore une fois une étape pour les baroudeurs. Pourquoi pas pour Pogacar. Encore une fois, moi l'an dernier, c'était ma grosse théorie, c'était que le Tour de France voulait la photo de Pogacar en jaune vainqueur sur les Champs-Élysées. C'est vrai. Et je pense que cette année, tu rajoutes 6 km. Qu'est-ce que c'est 6 km quand on sait que le gars est capable de partir à 100 km de l'arrivée? Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est du pareil au même. On revient sur quelque chose qu'on connaît et ces 6 km qui sont rajoutés ne vont rien changer. Ce sera une bataille pour les baroudeurs ou pour les favoris. La parole est à l'attaque, à la puissante attaque de Thib. Vas-y, exprime-toi, c'est le moment là. Lâche-toi. D'accord. Dernier passage à 15 km. Premier passage cette année. Alors oui, il y a eu la neutralisation, mais même sans la neutralisation, si ça attaque au premier passage, ça attaquera au premier passage. Évidemment. Attaquera au premier passage. À combien va finir au sommet un Jonathan Milan, un Tim Merlier de Tadej Pogacar et des meilleurs punchers sprinters. Et encore, sprinter, un Arnaud Delis avait quand même bien reculé dès le premier passage. Non, enfin, pour moi, ça change absolument rien. Ce sera une étape pour puncher. Bon. Voilà vos avis. Dites-nous si vous pensez que les sprinters peuvent revenir dans le jeu. En tout cas, ça fait une belle étape, c'est vrai, l'année dernière. Mais c'est sûr qu'ils vont revenir dans le jeu. 15 km, en 15 km, ils vont avoir bien sûr, le train 2-3 pour 3 minutes à boucher. Ça se fait. Le train Milan avec la Lead Trek, c'est bon, c'est du tout cuit pour Jonathan, qui va gagner sur les champs l'année prochaine. Non, mais c'est vrai que ok, on adore Montmartre, mais alterner, ça donnera encore un peu plus de bonheur, comme ça a été le cas en fait cette année. Parce qu'on l'a vu sur les JO, c'est revenu, on s'est dit c'est super, c'est la première fois sur le Tour de France. Si on l'enlève un petit peu, 2 ans, on change un petit peu et ça revient dans 3 ans, il y aura la même, ça sera aussi populaire. Et pourquoi pas. Ce serait parfait d'agir comme ça, ouais. Et surtout que là, la veille, tu as une étape monstrueuse. Ce qui n'était pas le cas cette année où tu as une étape un peu de transition avant d'arriver à Paris. Donc ce qui permettait de faire la fiesta derrière puisque les coureurs étaient un peu reposés pour ceux qui n'étaient pas intéressés par la victoire d'étape. Donc vu que là tu as une étape de fou furieux à la veille, c'est vrai que peut-être qu'on va avoir moins de batailles cette année. Donc bon, après encore une fois, nous ne sommes pas les organisateurs, on ne fait que souligner pour nous nos manques. Encore une fois, il y a un travail énorme de leur part, évidemment. On ne peut pas contenter tout le monde. Ça ne sera pas le cas une nouvelle fois cette année. Maintenant, la question se pose, est-ce que ce tour contente Pogacar? Mais la question, est-ce que quel tracé ne peut pas contenter Pogacar? Parce que j'ai entendu beaucoup, on a encore mis trop peu de chrono et Pogacar va gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire on met que du plat, en fait. Même ça, attention. Thib. En vrai, pour remettre dans le jeu par exemple un Remco Evenepoel, là tu aurais pu mettre un contre-la-montre par équipe de Comme on en 50 discutait, km. Tu aurais pu mettre un chrono aussi, un vrai chrono tout plat de 40-50 bornes. Mais là, il y aurait matière. Parce que là, Remco Evenepoel, sur ce chrono individuel, avec une il montée. est ouvert à Tadej Pogacar et puis il est extrêmement court. En fait, le seul intérêt qu'on a donné à Remco Evenepoel de venir avec si peu de chrono, c'est qu'on a placé le chrono le jour de la fête nationale belge. On s'est dit, allez, vas-y, on va te donner un petit os à ranger. Est-ce que tu veux gagner un chrono le jour de ta fête nationale? Ce sera tout, quoi. Enfin, ce tracé n'est absolument pas taillé pour Remco Evenepoel. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, je vais peut-être aller sur le Giro ou la Volta. De toute façon, c'est un truc qui est pour Tadej Pogacar. Non, mais en plus, alors, moi j'ai regardé un petit peu tous les commentaires. On dit c'est un tour anti-Remco, mais on dit aussi que c'est un tour pour qu'il y ait du suspense un maximum et pour dire Pogacar n'a pas gagné d'avance. Moi, je n'ai pas compris ça. Absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. On en a parlé, l'étape. Mais première étape déjà, il n'y aura pas forcément de suspense. C'est qu'on verra d'autres coureurs surtout. C'est plutôt ça le truc. Je comprends pas. Parce que le suspense, on le connaît pas, on le connaît d'avance. On sait déjà qui sera le vainqueur de ce Tour de France. Oui. Sauf incident. Oui, de toute façon. Oui, sauf incident. Samuel, pour toi, c'est un tour anti-Remco. On a parlé de Pogacar parce que vraiment pour le parcours, on a compris. En fait, c'est difficile de faire un parcours anti-Pogacar parce qu'il est capable de passer partout. Mais est-ce que c'est un tour anti-Remco qui fait partie donc des favoris sur le papier? Mais est-ce qu'il sera là? On ne sait pas. Mais en tout cas, beaucoup, notamment les Belges, ont dit encore une fois, on ne veut pas que Remco gagne. Enfin, on veut pas que Remco gagne. On veut pas essayer d'avantager un peu Remco pour qu'il puisse embêter Pogacar.
Non, Tiremco non, parce qu'effectivement, il y a du chrono, mais c'est trop court. Contre la montre par équipe, qui n'a aucun intérêt. Mais après, regarde, si on regarde les arrivées au sommet, j'en parlais tout à l'heure, que ce soit Les Angles ou Gavarni, c'est roulant. Et on sait que Remco est un véritable métronome qui se fixe une puissance, des watts, et qui monte à son train. Donc, c'est des montées qui sont parfaites pour lui. Le problème, c'est juste qu'en face de lui, il y a Pogacar. C'est tout. C'est pas forcément plus ou moins Tiremco. C'est un tour normal qui, dans Est-ce un qu'il va monde enfin digérer normal, le avec des Tourmalet? adversaires normaux, pourrait lui aller. Oui. Pardon, j'ai pas entendu Thib. Est-ce qu'il va enfin digérer le Tourmalet? Parce que la Vuelta, le Tour de France de cette année, il a une nouvelle chance de rédemption. Ouais, ouais. Bah, on verra. Hein. Ouais, ça va être particulier. Donc, C'est vrai qu'il aime pas trop le Tourmalet. Ça lui a rarement réussi quand même. Et c'est pour ça qu'on lui a mis le temps de récupérer dans une descente et de revenir après dans Gavarnie tranquillement en roulant avec C'est pour ses ça qu'on nouveaux l'a surtout mis coéquipiers. en début. Oui, On voilà. l'a mis dès la 6e étape, c'est ça? Si je me trompe pas de mémoire. J'ai pas tout sous les yeux, je peux te. C'est Gavarni et le Tourmalet, donc c'est la 6e. Très bien, bah bravo. Si tu veux, j'allais retrouver tout ça. Tac, tac, Gavarni. En effet. Donc, ensuite, donc on a dit Remco, on a parlé. Bon, Vingegaard, pareil, c'est un peu le même profil que Pogacar, on va dire, sur le papier. On va dire Tiens, en mais termes de. par contre, si Ouais. on en parle, tu vois, autant on a eu on connaît le profil de Vingegaard. On sait que c'est un coureur qui aime le long, qui aime l'altitude, et son équipe aimait faire des plans anti-Pogacar sur ce type d'étape. Eh ben, je trouve que, hormis la dernière étape, c'est un tour anti-plan Visma. Ah, oui, parce que bah, la dernière, enfin l'avant-dernière, avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez et Ouais, les mais différentes montées, ça c'est. si t'es la Visma, tu vas pas être en mode attente du dernier jour. Et moi, Oui, quand j'entends évidemment. Plug dire ça, c'est une montée crescendo où bah, on sera quand même invité à être acteur sur la dernière semaine. Est-ce que tu seras acteur quand tu seras déjà à 3-4 minutes de tailler Pogacar? Ça je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, il y a moins d'opportunités pour aller faire des grands chantiers. Ça va être un peu différent. Mais c'est pour ça, je pense que quand Christian Prudhomme dit on va avoir du suspense jusqu'au bout, il a fait en sorte aussi pour que Ok, certes, il va peut-être y avoir des écarts, mais que les écarts ne soient pas de 15 minutes avant la dernière C'est semaine. ça, Je pense en fait c'est c'est ça. ça, ce On suspense. aura des écarts qui seront normaux jusqu'au plateau de Solaison, et en fonction de si c'est laissé aux échappées ou pas, cette étape-là, on devrait avoir des écarts relativement normaux. Ouais, je pense que c'est plus là-dessus. Après, le suspenson, voilà, juste les écarts qui seront réduits Ouais, avant non, mais la dernière semaine. En gros, c'est ça. Faut pas se sur ce mentir. type de tracé, par contre, UAE se frotte les mains au-delà de Tadej Ah, Pogacar parce contrôler. qu'ils ont clairement une opportunité de mettre. Et Ah, tu veux mettre Almeida sur le aberrant de dire podium. ça. Non, mais pas qu'Almeida, hein, ils peuvent mettre un ou deux coureurs sur le Ah podium. oui, Hein. ou 3. Ah ben, non, mais stratégiquement, ça leur ouvre des portes où ils peuvent essayer de faire un triplé. Hein. Donc vous savez déjà le classement l'année prochaine. 1 Pogacar, 2 Del Toro, 3 Almeida. Comme ça au moins on est tranquille. Et Non, mais faut se le dire, il faut pas 4 éluder ça. Cosnefroy. 4 Cosnefroy. Oui, on n'oublie pas Cosnefroy. Ah, j'ai oublié de le mettre en attaque pas. Évidemment. Non, mais Alors là, c'est incroyable. Oh, bref, ouais. c'est autre chose. Cette année, ils avaient quand même le projet et sur la bande d'Almeida, ils disaient c'était dommage parce qu'ils voulaient le mettre sur le podium. Donc ils avaient déjà cette ambition-là. Donc l'année prochaine, sur ce type de tracé, ça va se répéter. Juste pour terminer, sur donc le nombre de kilomètres aussi des étapes, on n'en a qu'une seule de plus de 200, c'est celle de Belfort. Ça vous gêne ou pas? Parce que j'ai vu quand même des gens dire ouais, maintenant on fait des étapes hyper courtes, etc. Il y a plus de 220 bornes. Moi, ça me gêne pas sur le papier, mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Il y a peut-être des gens qui soutiennent à balle les étapes de plus de 200 bornes, mais bon, je sais pas. Non, moi non plus, Bah, parce que non. le déroulé de ces étapes est quand même relativement assez ouvert entre leader, baroudeur, et sur certaines étapes assez vallonnées, on sait que ça va batailler pendant longtemps. Donc ça laisse une ouverture aussi sur le peloton. Si ces étapes étaient beaucoup plus longues, un peu comme, je sais pas, le Creusot, tu vois, là on sait que c'est ouvert aux baroudeurs. Là, ça ouvre aussi le champ à un peloton d'hommes piégés. À Donc voir pourquoi aussi. Hein. pas. C'est vrai que maintenant, Ce sera une très belle étape, l'étape de Belfort, je pense, parce je crois qu'il y a une difficulté quasiment juste avant Belfort, avec un parcours pas simple. Ça devrait être une très très belle étape. Tu citais le Creusot, Thib. Moi, clairement, j'attends un petit peu un scénario de cette trempe.
Après, on s'est régalé sur des courses de plus de 200 bornes, mais encore une fois, c'est toujours peut-être dans l'esprit de garder les écarts assez resserrés aussi, on va pas se mentir, sur ce Tour de France 2026. Question bonus, j'en ai deux avant de passer au Tour de France féminin, très rapidement. Celle-là, il fallait que je la pose. Est-ce que c'est un tour pour Paul Sexas? Alors, désolé, ça nous a fait rire dans le groupe parce qu'on a eu ce gimmick depuis un petit moment en disant est-ce que c'est un tour pour Paul Sexas? On sait même pas s'il va y aller, le gamin, le pauvre. Tim, c'est un tour pour Paul Sexas? Oui? Ouais. Connaissant le profil du bonhomme, faut quand même étudier la chose et lui laisser le temps. Est-ce que c'est vraiment un tour pour Paul Sexas? Je ne saurais te le dire parce qu'on On sait pas qui a c'est. vu son talent, on sait son talent, mais on sait toujours pas pour le moment ce qu'il donne sur 3 semaines. Samuel, Paul Sexas, Ouais, il va y aller? je Ou pas? me Non, range. non. Pas, Ouais. pas un mot de plus, pas un mot de moins que ce qu'a dit Sid. Ok. Autre question bonus, pourquoi Enric Mas va remporter ce Tour de France 2026? Voilà. Ça, ça a été demandé à plusieurs reprises. Moi, j'ai bien une petite idée. Je Parce pense. qu'il aura en poisson pilote Brooks qui va parfaitement le Ah lancer. ouais, le duo, là. Et il va fendre le macadam de l'Alpe d'Huez et ça va être Non, incroyable. Incroyable, ce duo là qui va remporter toutes les étapes de montagne. Enric Mas qui va rester dans les roues parce qu'il faut pas non plus qu'il attaque, mine de rien. Ou alors, je vois le scénario dans la roue de Pogacar jusqu'au bout et Pogacar il se fait la clavette à Montmartre. Voilà. Et on a Moi, c'est mon autre scénario. Mais bon, faites comme vous voulez. Dites-nous comment ça peut être possible. Le Tour de France, c'est aussi le Tour de France femme by Zwift. Il faut le dire à chaque fois. Ça fait un petit peu d'argent. Avec donc départ en Suisse de Lausanne. En gros, résumé, retour du contre-la-montre. Le Mont Ventoux, donc, qui sera le juge de paix pour les filles en haute montagne. Et une dernière étape explosive, donc à Nice, avec un circuit en plus, avec le Col d'Aise au programme. Bon, j'ai l'impression, on va commencer par Samuel, j'ai l'impression qu'il y a moins de discussions sur ce Tour de France féminin que sur ce Tour de France masculin. On est à peu près unanime. Il a l'air pas mal quand même, ce Tour de France féminin. Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Alors, à la première présentation du parcours, où on n'a pas toutes les difficultés à annoncer, on a juste vraiment la route qui se trace très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pourquoi on passe 3 jours dans le Mâconnais, puis on redescend, il n'y a que le Mont Ventoux? Et en fait, quand on voit le détail, c'est vraiment super, c'est top en fait. Enfin, il y a tout, il y a de la montagne, il y a du chrono, il y a des étapes bien vallonnées, ouais, franchement, je pense que ça va être un petit régal, franchement. Et puis cette dernière étape aussi. Alors j'ai vu, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui aiment pas cette dernière étape. Moi, j'aime bien le tracé. Je trouve ça plutôt cool. J'ai vu sur Twitter des gens qui étaient pas fan du tracé. C'est des et fous. Clairement, moi je kiffe bien. Je kiffe bien. Moi, j'étais à côté de Titouan et je peux jurer que ma réaction à côté, de vélo futé à côté, j'ai regardé, j'ai fait. Ils auraient dû faire ça chez les hommes quand ils sont passés. Non mais franchement c'est une dinguerie. Moi j'ai vu en circuit en plus. Dieu sait que j'aime les courses en circuit parce que c'est toujours particulier. Peu importe ce qu'on dit, si on fait une en ligne avec plusieurs cols, c'est totalement différent que du circuit. Et non mais là j'ai dit mais c'est n'importe quoi. Ça va être un chantier. En plus chez les filles c'était un peu moins homogène, même si ça se tend à devenir homogène. Mais là il y en aura de partout. Mais il y en a qui vont prendre un tour. Ça va être terrible. Et en plus je pense que même en termes de parce que même si certaines seront écartées pour le classement général, je pense qu'il peut y avoir une très grosse bataille avec de très bonnes baroudeuses, plus des grimpeuses, plus les leaders du classement général. On pourrait clairement retomber sur un peu un profil de course comme ce qui se faisait quand c'était la course féminine by le Tour. Je ne sais plus si vous vous souvenez ce que c'était exactement avant qu'il y ait le Tour de France Femmes. On avait une étape du Tour qui était dédiée à ça et à chaque fois mais c'était incroyable. C'était quand c'était CCC contre Eka Greenage à l'époque ou Mitchelton Scott, je sais plus. Et je pense qu'on peut avoir un scénario de course pareil où ça peut être, ça va pétarader de A à Z. Je sais pas si Johan va être d'accord avec moi et je sais pas si. Je pense qu'elle est quand même pas revenue de sa retraite pour la reprendre immédiatement, mais c'est un profil parfait par exemple pour une Anna van der Breggen qui est encore placée au général mais qui n'est pas maillot jaune pour faire ce type de coup de Trafalgar où on suit des baroudeuses et on est devant et en fait on a piégé des leaders et on les force à réagir et ça part un peu dans tous les sens. C'est typiquement ce type d'étape où Anna van der Breggen peut être le facteur X qui fait basculer le scénario. Ouais, moi alors du coup j'allais le dire, quelles sont les filles qui sont avantagées par ce parcours. Moi je voulais juste revenir sur
sur l'étape du Mont Ventoux, qui est un poil chiante, je trouve, parce que vraiment, c'est juste la montée sèche. Hein. Après, il se passe pas grand-chose avant. Mais bon, Ouais, mais c'est un c'est peu comme toujours ça. comme ça le Et j'ai Ventoux, juste en fait. pas Comme à envie. chaque fois, de toute façon. Ouais, J'ai un peu juste ça. pas envie que ça soit totalement canassé à cause de ce Mont Ventoux. J'ai pas envie que ce soit les écarts énormes comme c'était le cas du coup avec Ferrand-Prévot quand elle gagne l'avant-dernière étape où on sait déjà que c'est terminé. J'ai juste envie que le Ventoux soit un moment décisif, mais qui est encore une lueur d'espoir pour ce dernier jour à Nice. On a voulu mettre aussi du suspense jusqu'au bout. Je pense que c'était l'envie des organisateurs. Non, franchement. Et en plus, retour du contre-la-montre, ça, exercice que l'on adore. Et ça va aussi rebattre les cartes parce que on parlait des favorites l'année dernière, notamment Vollering, Pauline Ferrand-Prévot. Là, par exemple, une Kopecky qui revient au meilleur niveau, une Reusser qui grimpe en plus de mieux en mieux. Franchement, là, pour moi, ça veut dire, pour moi, c'est tellement ouvert cette année, même si on a vu une énorme différence de Pauline Ferrand-Prévot. Si elle revient à ce niveau, ça va être difficile. Mais là, franchement, ça va être hyper ouvert avant. C'est ça qui m'excite un peu. Vous, ça avantage qui du coup vous avez la même idée là-dessus? Vous avez le même esprit? Ouais, 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 j'ai ouais, le même d'accord avec esprit. toi. C'est ouvert et je pense qu'une coureuse comme Demi Vollering est pas mal contente parce que si elle se sent inférieure en montagne et notamment en Ventoux par rapport à une Pauline Pour Ferrand-Prévôt, faire le coup des championnats d'Europe. mais cette dernière étape de Nice lui ouvre le champ des possibles et franchement, elle doit en être contente. Samuel aussi, par Petite rapport aux pensée coureuses. émue pour Marta Cavalli, à qui ce final à Nice aurait bien convenu aussi. Petite pensée pour elle. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Tu as notamment cité Reusser. Ah ouais. La pauvre, elle est tombée d'entrée sur le Tour de France. Mais clairement, avec la forme qu'elle avait cette année, tu lui mets un parcours comme ça. Si elle est dans la même optique en 2026, il faut la rajouter au combat. Et puis, comme tu dis, il y a à moins que le Ventoux ne crée beaucoup, beaucoup trop d'écart. Mais sinon, on peut clairement avoir encore un duel assez serré, quoi. Moi, en fait, sur le papier, dans mon esprit, donc on va dire qu'on garde un peu ces mêmes filles qui sont très fortes. Attention, il y en a plein d'autres. Hein. Je sais pas, Kopecky, Reusser prennent 30 secondes ou presque une minute sur Pauline Ferrand-Prévot, attention, hein, qui est aussi très forte en contre-la-montre, mais c'est pas son domaine de prédilection. Peut-être 30 secondes sur Vollering, et du coup, au Ventoux, si jamais ça reste cette hiérarchie-là, finalement, on va prendre un peu d'avance, mais les écarts seront assez resserrés. Et on va voir donc ce feu d'artifice à la fin, où ça va en foutre partout. Donc pour moi, oui, réussi. Réussi, c'est juste, si je peux me permettre, une petite chose, c'est qu'on s'est vanté pour les organisateurs d'avoir le Tour de France féminin le plus dur de l'histoire avec le plus de dénivelé et tout. Attention à cette course. Voilà. Ça, franchement, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, et on en parlait chez les hommes, d'avoir toujours plus. Ça sert à rien. Ce qu'on veut juste, c'est pas forcément que ça soit hyper dur, qu'on mette 4 cols dans une étape et tout. On veut que ça soit équilibré et que ça permette aussi un scénario ouvert, peu importe s'il y a plus ou moins de dénivelé. Il faut juste pas qu'on soit Puis c'est ouvert sur tous les profils, hein, parce que comme le disait Samuel, quand moi j'ai vu Lorena Vibus peut se régaler. Hein. la présentation vidéo, je me suis dit putain, cette première semaine, en fait, c'est une ode à Vibus. Mais dans le détail, pas forcément. En fait, pas du tout. La première étape, il y a quand même une arrivée un peu difficile, mais comme on l'a vu en Bretagne, Lorena Vibus a bien passé les bottes. Je me suis dit bon. Mais par exemple, la deuxième, je me disais bis repetita, ça va être 2-3 jours Vibus, mais en fait, quand tu as le détail de cette deuxième étape, tu te dis bon, Vibus, je vais peut-être l'éliminer des prétendantes. Bon, en tout cas, sur le papier, on adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà donc pour ces deux parcours. On va passer en attaque pas, parce qu'il y a d'autres choses dans le vélo. Et puis ensuite, on partira pour un gentil quiz, évidemment. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Et donc, on attaque pas. Il y a eu pas mal de choses. Je vous laisse choisir, les gars. Tib, tu veux parler de quoi alors ? On va attaquer notre cher président. Là, je peux. J'ai halluciné. Je me dis, c'est pas possible, c'est une blague, c'est un troll. J'ai regardé, c'était pas un faux compte. Hein. Enfin, pour rappeler aux gens, l'appartient qui a donné tout son soutien à Nicolas Sarkozy. Certes, ils sont dans le même bord politique, mais là. Le sport n'a pas vocation à être politique, sauf quand il s'agit d'un ami d'un parti dont on a fait partie. Un ami de longue date, on a compris, hein. David Lapartient, c'est un secret pour personne, il a été à l'UMP, il a été un soutien fervent de Nicolas Sarkozy, il a été à l'UDR après
après les LR. Enfin bref, on a compris. Il a des accointances à droite, Il peut pas faire mais il ça aurait dans son mieux rôle. fait. Le Mais non, soutenir, il a enfin pas, dire il a ouais, pas à je le souhaite faire tout le soutien à en quelqu'un tant que président. qui a été condamné. En tant que président du. Il peut pas, Non, en tant que il personne, a pas à oui. le faire. En tant que président, tu peux pas. Non. Bah non, mais il a ses fonctions Mais politiques il aussi à envoie lui côté. un texto à Sarkozy, il a le téléphone en prison, il appartient, donc Ouais, mais je plutôt suis que de le faire, d'accord. Oui, de le faire vite. Enfin, peu importe, il peut le soutenir, il fait ce qu'il veut, mais il peut pas le faire C'est du publiquement. copinage, mais c'est du copinage public, mais non, il n'avait pas à le faire. On comprend, et c'est logique qu'il soit un soutien de Nicolas Sarkozy Oui, au vu de ses accointances politiques. mais il peut Mais pas en le tant faire que président du publiquement. CI, il doit fermer sa gueule. Ah oui, non mais c'est terrible, tu peux rien dire. Enfin, je comprends pas pourquoi il l'a fait. Enfin, il y a des détracteurs évidemment, on appartient, il y a des soutiens, mais des fois il y a des choses qui se passent. Moi, moi aussi, je me suis dit c'est un troll, c'est pas possible. Bon, et non, c'est Ça aurait la clairement vérité. pu rester dans la sphère du privé, c'est Ouais, sûr. non, c'est clair. J'ai pas compris pourquoi il l'a fait, surtout. Il a aucun intérêt. Je sais pas. Bon, bah écoute, c'est fait, mais j'avoue Non, que. mais juste prouver sa loyauté à Nicolas Ouais, Sarkozy, mais est-ce super. qu'il avait besoin de le faire en public? Ça va pas lui Voilà. enlever des années de prison, hein, d'avoir un tweet de l'appartient, je peux te le dire. Hein. Mais par contre, ça va enlever du crédit à l'appartient, ça c'est sûr. Bon, c'est fait. Ouais, mais est-ce qu'il en avait déjà? Non, bah. C'est toute la question. Pour moi, il a déjà perdu beaucoup de crédit sur l'affaire des Puff Puff d'Armstrong de Froome, juste avant un petit blanchiment, juste avant un Tour de France. Donc, il en a déjà pas beaucoup depuis cet épisode et il en a encore moins actuellement. C'est vrai que ça va pas en son sens. Samuel, du coup. Moi, j'ai bien envie d'attaquer la Unibet Tietma Rocket, donc il va bientôt plus changer de nom. maintenant. Oui, ouais, enfin, Parce plus que je vois une communication que je trouve assez très très positive, comme si une invitation sur le prochain Tour de France était acquis. Ils sont arrivés, donc des photos dans le train en commandant des pizzas, des photos à la présentation. Ils arrivent comme César qui vient récupérer sa couronne de laurier. Aller sur le tour avec un figure de proue, Groenewegen, c'est une chose, mais ton second leader, ce sera Wout Poels. Tu es une équipe française, tu as changé de nationalité, certes, parce que du coup, en France, on peut se permettre d'avoir un sponsor, où tu peux parier de l'argent pour justement un sponsor principal de ton équipe, et c'est plus le cas aux Pays-Bas. Tu viens aussi en France quand même parce que tu sais que il y a une certaine petite préférence en termes d'invitation envoyée sur le Tour de France. Mais pour moi, c'est clairement pas suffisant pour se prétendre à être invité sur le Tour de France. Tu n'as pas de star française. C'est ça, en très fait, bons coureurs, Adrien Mer, Kylian Vercheren, Axel Huens. Qui n'est pas encore renouvelé, très bon coureur. Ouais. Mais franchement, qu'est-ce qui les a empêchés? Enfin, après, lui n'aurait sûrement pas voulu continuer. Mais pourquoi tu vas pas chercher un Arnaud Démarre? En fait, le truc, clairement, c'est ça pourquoi tu vas pas chercher Florian Sénéchal, Benoît Cosnefroy, pourquoi tu vas pas le chercher? Ouais, voilà. Apparemment, ils ont pris un refoul par Victor Lafay, mais pourquoi tu sais pas de faire venir des mecs qui n'ont plus leur place chez les Decathlon G2R la mondiale? Mais je suis désolé, moi je trouve que c'est certain Jérôme Pinot, lui, a attendu des années avant de recevoir sa wildcard pour le Tour de France, alors qu'il avait quand même réussi à faire venir Brian Coquard, qui, rappelons-le, était un boyau de gagner sur le Tour de France. Moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup de petits sourires et de choses qui laissent à penser que cette équipe va être invitée, mais je pense que rien n'est gagné. Moi, ouais, c'est vrai que c'est ce qui manque un peu. Hein. Ok, Groenewegen, mais après autour il n'y a pas énormément. Wout Poels aussi, c'est pareil. Enfin voilà, ce qui manque, c'est un ou deux coureurs français. En plus, ça va, il y a ce qu'il faut en ce moment avec toutes les équipes qui s'arrêtent. Ah, bien sûr. Après, il y a quand même Decathlon qui quand même s'internationalise et perd quand même pas mal de Français dans son effectif. Donc, est-ce que l'argument français est une figure de... Non, mais c'est différent. Une invitation. T'es en World Tour, Tib. T'es en World Tour, là. T'es en World Tour. Après, quoi qu'il arrive. Donc, après, faut tempérer. Faut tempérer avec le discours de Bastien Thiama qui dit espérer une invitation. Donc, bon, il est bien sûr. Non, mais il a raison d'espérer. C'est pas non plus acté. Et c'est pas Bastien Thiama en soi que j'en veux, mais c'est que... Ouais, vas-y. Pour avoir discuté un peu après la cérémonie, une invitation du côté d'ASO, c'est pas non plus l'emballement le plus total pour une invitation
d'Unibet. Après, il faut dire qu'on a une invitation supplémentaire, qu'on a perdu des équipes, et donc du coup, dans la hiérarchie, t'es quand même plutôt pas mal. C'est vrai qu'il va falloir Ils sont pas presque mal, trouver une mais équipe. ils sont pas en pole position dans Non, ces c'est vrai, invitations. c'est vrai. C'est Mais Non, c'est ce non. que je suis en train de te dire. Du côté d'ASO, il y a quand même on tempère quand même pas mal. Donc attention Clairement. à la hype Moi, je 2026 suis même peut-être pas, partisan, je suis même 2027, partisan pour ouais. un retour à 22 équipes pour le Tour de France Ah bah moi 2026. aussi, hein. Tout à fait, tout à fait. Là, j'ai compris ce qu'on voulait faire, évidemment, il fallait ramener à la Philippe, mais maintenant, je pense qu'il y a plus besoin pour les prochaines années, on verra bien. Évidemment, si Non, ça, mais je suis ça rebouge. d'accord. En plus, on a un argument de taille pour mettre 22 équipes. C'est qu'on met 21 équipes de 7-8 coureurs et on met UAE un seul. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, après, il gagne quand même. Hein. Bon, alors, bon. Oui, Euh, mais au moins, il n'a pas d'équipier. il n'y a pas 2 et 3 sur le podium. Donc, pour moi, alors, voilà, j'avais noté plusieurs choses. Cosnefroy vers UAE, ça, c'est fantastique. Donc, pour moi, j'en parle 2 secondes. Hein, il va nous faire une Hirschi 2024. Voilà, s'il signe là-bas. Vous n'êtes pas prêt pour la saison de Cosnefroy qui va enfin arrêter de se blesser tout le temps. Les Seton qui sont finalement autorisés. En tout cas, pardon, pas interdit par l'UCI, ça aussi j'avais noté sur un côté de ma tête, donc finalement parce qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices pour l'UCI. J'avais noté donc Cofidis qui descend officiellement, ce n'est que justice, pas besoin d'en parler, on en a fait beaucoup, même j'ai fait un quiz sur la Cofidis, c'est tout à fait mérité après les années noires et surtout les décisions ces derniers temps. La course en Andorre. Et la prolongation de Bourman. Et la prolongation de Bourman. Ouais. J'ai vu Dylan Tuns qui a réussi à faire un petit top 10 il n'y a pas longtemps. Magnifique. Hein. Franchement, bravo. Psartek, le recrutement aussi, encore une fois. La course en Andorre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les gars, qu'on m'a inventé là Vingegaard. Donc, pour rappeler, en Andorre, c'est Del Toro, Pogacar, Vingegaard, Roglic. On a eu un contre-la-montre. Alors, je vous invite à regarder la vidéo de départ des coureurs. Même moi, vraiment, je vais plus vite qu'eux au démarrage. Le départ de Roglic. Mais c'est abusé. Bon, après, encore une fois, on avait compris que c'était pas vraiment une vraie course. Hein. On prenait juste l'argent, que c'était un moment pour des supporters, des spectateurs de pouvoir approcher les plus beaux. Pas mal d'argent, oui. Mais alors, déjà, ce contre-la-montre, bon, ils l'ont fait à 2 à l'heure. J'ai l'impression qu'on s'est mis d'accord en avance parce qu'en vrai, Pogacar aurait plié le game largement. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et puis ensuite, alors, la course avec les 4, non mais c'est ni queue ni tête. Ouais, on en a perdu Thibaut, il s'est barré tellement ça a foutu en run de voir. Il l'a détesté. Non, mais j'ai vu 1% sur le Mac, je me suis dit putain, et en fait je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon bloc de charge au boulot. Au quiz ? Ah, bravo. Et le quiz, tu fais comment pour le quiz ? Non mais c'est bon, j'ai mis en charge, Okay. en branchant sur mon chargeur d'iPhone. Très bien. Ça devrait le faire. Ok, tu nous rassures. Du coup, oui, non, mais cette course en Andorre, je trouve ni queue ni tête, à part prendre de l'argent, mais je trouvais ça hyper ridicule. Le sprint à 2 à l'heure aussi, pareil, Vingegaard, il n'a plus rien à foutre, ils sont cramés les types. Bon, et au pire, ce que vous faites. C'est l'exhibition, c'est bien pour le public qui devait être là. Après, tu vois, même qui t'a poussé le délire encore plus loin, j'aurais mis Alex Espargaro au départ de la course, parce que le mec qui vient de la moto, il fait 2 courses, il se pète. Là, il doit être de retour. Putain, les g'a, mettez Espargaro. Ça a été l'attraction de l'hiver dernier. Attends, il n'y est pas. Il fait un meilleur chrono, hein, ça c'est sûr, parce qu'il le fait à fond. Hein, ça je vous rassure. Non, mais voilà. Tiens, tu vois, je regarde le prize pool du Tour de France. 2e place, 200 000 euros. Ouais, tu prends quasi ça. Participation à ce critérium, 150 000. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Je comprends. Ah non, mais je comprends. La patinette. Mais il fallait que j'en parle de cette course en Andorre qui était plutôt fantastique. Hein. Voilà. C'est le LOL qui ressort du vélo. Voilà, bien joué. Quand tu vois le temps de chrono de Vingo par rapport aux autres, déjà tu te dis que les autres en avaient rien à foutre. Mais alors lui, c'est magnifique. Je pense qu'il l'a fait en wheeling. Ah oui, mais j'aurais bien aimé faire voir la montée, à quel point il était en non-souffrance. Non, mais tu la verras. Madame a dû tellement gueuler quand il a dû lui dire qu'il avait participé à ça. Après, on a pu acheter des petits cadeaux derrière, je suppose, avec l'argent. Donc finalement, oui, tout le monde pastis et les clopes au pas de la case en repartant. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit ça qui est ramené en premier. Mais bon, on sait jamais. On fait bien ce qu'on veut du moment que c'est légal. Évidemment, bonjour à Monsieur Lapartien. C'est parti pour le quiz. Allez.
question. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Alors, je vais m'excuser d'entrée pour ce quiz, notamment pour mon cher Samuel, parce que moi j'avais préparé un petit quiz avec donc un quiz qui va être sur le thème Vélo d'or et Awards de Saderail. Alors du coup, pour Tib qui est là maintenant depuis un petit moment, ça va être peut-être plus facile pour Samuel, mais tout est possible évidemment, et le chat bien sûr peut jouer, surtout que vous avez dû plus écouter des épisodes que nous, vu qu'on réécoute rarement derrière, sinon on sait qu'on dit saucisse sur saucisse. Donc voilà, donc quiz, Vélo d'or et Awards. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là. Alors, Ouais, je pense que je vais être aussi nul que... Enfin, non. Au moins aussi fort que Samuel. donc du coup, c'est parti. Vous avez le droit qu'à une seule proposition sur cette question. Je veux savoir, donnez-moi le nombre de fois où Pogacar a remporté ce Vélo d'or. Combien de Vélo d'or pour Tadej Pogacar? Réfléchissez un petit peu, le chat aussi. Une fois. Une fois pour Samuel. Tib, Ouais, j'ai dit 2. t'as dit 2, pardon. Dans le chat, on C'est me peut-être dit même 0. 3. Dans le chat, on me dit 3. J'attends encore quelques réponses. On dira que le chat a dit 3. Ça sera tout sur les épaules le pseudo est un peu compliqué à prononcer. Donc, le Chouki HC4L. C'était 2 en 2021 et 2024. Très bonne réponse, Tib. Pogacar qui a été battu notamment en 2020 par Primoz Roglic. Il aurait dû en avoir un sur celui de Vingo, mais Oui. Oui, et encore, oui. Ça se bataillait entre Poggi et MVDP pour moi, mais non. Enfin, après, j'ai pas compté cette année. Hein. Donc, pour le chat, 3, ça peut compter. Je vous donne aussi le point. Ouais, c'est vrai. bon, C'est juste, c'est ouais, juste. je pense qu'il n'y aura pas trop de débat. Alors, quel est le coureur qui a gagné le plus de fois le Vélo d'or, par contre? Est-ce que vous l'avez? Contador. Contador, excellente réponse, mon cher Tib. Excellente réponse, Contador. En fait, si, je me souviens, on avait fait un quiz comme ça, et du coup, le Contador me revient. Contador. Mais ça a pas commencé en 2020 ou 2021, le Vélo d'or? Non, c'est plus vieux en fait, parce que c'était donné, mais c'était moins médiatisé, etc. Ok, d'accord. Et, parce que maintenant c'est l'équipe et avant c'était un autre magazine, un truc comme ça, non? non, je crois que c'est l'équipe, c'est Vélo Mag qui donnait ça. Peut-être Ouais, que Vélo c'est Mag, l'équipe ouais. qui a... Ok, d'accord. Ah, mais et la retransmission C'est de la télé même doit être entité. depuis 2022, un truc comme ça. Alors, Ouais, ok. Ouais, il y a c'est ça. depuis je comprends 2022 mieux, je le comprends Vélo mieux. d'or femme d'ailleurs, et depuis 2023 organisé donc au pavillon Gabriel à Paris. C'est pour ça qu'en fait on a l'impression que c'est D'accord. c'est assez Il compte récent. Mais s'exporter pas... comme le Ballon d'Or ou pas? Je suis pas sûr. Pogacar, je pense qu'il s'en fout un petit peu. D'ailleurs, Contador égalité avec un certain Lance Armstrong, hein, qui l'a gagné 4 fois, mais qui a été rayé ensuite derrière. Mais bon, attends, il les a eu hein, quand même, ces Vélos d'or. En 2023, Vingegaard donc avait été nommé Vélo d'or, qui nous avons-nous nommé aux Awards, parce que ce n'est pas Vingegaard qui a gagné cette année-là en 2023. C'était Van der Poel. MVDP. Quoi? MVDP. Ouais. Van der Van Poel. der Poel, je vous donne les deux parce que vous l'avez dit en même temps. Van der Poel, c'est une bonne réponse évidemment. C'est lui qui aurait dû gagner. Bonne réponse aussi dans le chat, on l'a dit en même temps. Van der Poel qui remporte nos Awards 2023. Toujours dans nos Awards, deux sprinters ont été élus déception de l'année lors des 2 derniers Awards. Est-ce que vous pouvez me trouver les 2 dernières déceptions de l'année donc 2023 et 2024? Ce sont des sprinters. Est-ce que vous pouvez retrouver les coureurs qui ont été Jacobsen l'année dernière, c'est une bonne réponse en 2024. Et en 2023, alors on me donne dans le chat Bennett, non, Jacobsen c'est bon pour Weber, bravo pour 2024. Non, c'est un coureur qui a pris sa retraite récemment, même de façon tonitruante si on peut se permettre. Ah, Caleb Ewan. Caleb Ewan en 2023, qui a sorti une saison magnifique. Et non pas Viviani non plus. Et c'est vrai que tout cela, on aurait pu les nommer, mais il n'y a qu'un seul vainqueur. Vélo d'or, donc. Féminin. Est-ce que vous pouvez me donner les 3 vainqueurs avec ES, évidemment, du Vélo d'or féminin? Et qui? Kopecky, c'est une bonne réponse. On le donne aussi dans le chat. Chucky. Van Vleuten. Van Vleuten Van aussi en Vleuten. même temps. Oh là, Van Vleuten, on me donne Vos. Non, ce n'est pas la 3e Vos. Van Vleuten. Et qui est la 3e? Vollering. Vollering, c'est une bonne réponse. Bravo Sam, qui marque aussi 1 point ici. J'ai arrêté de compter les points, on fera à la fin, hein, parce que là, il y a trop de points donnés. Alors, celui-là est cadeau. Il existe depuis l'année dernière, au Vélo d'or, le prix Gino Madère, pour le coureur engagé dans des actions environnementales et sociétales. Au coureur suisse décédé au Tour de Suisse. Qui l'a gagné, ce prix Gino Madère?
Alors là, par contre, ça c'est. Si vous le trouvez, je vous donne 100 points, je pense. Ah, sauf ceux qui trichent, évidemment. Non, mais vous trouverez, je pense. Je vais essayer de vous le faire deviner. Je ne sais plus. C'est un coureur espagnol, déjà. Coureur espagnol, passé notamment par la Cofidis, bien moins à côté. Qui a dû finir sa carrière chez Euskaltel. Je pense. Oui, Luis André Maté Mardones. C'est une bonne réponse. Bravo Samuel qui marque 100 points. Non, bon, ça me parle maintenant. Quand t'as dit Euskaltel, je me suis souvenu de Maté. Maté qui a donc parcouru 650 km entre Madrid et Marbella pour sensibiliser le public de la manière dont nous devrions changer nos modes de transport. Et il avait aussi planté des arbres pour chaque kilomètre parcouru en tête du Tour d'Espagne 2022. Ouais. Alors j'ai failli faire une vanne. S'il avait été à chez Cofidis, je dis c'est plus de fois que Cofidis de toute la saison. Mais il était plus chez Cofidis à ce moment-là. Donc du coup ma vanne est tombée à l'eau, mais je la fais quand même, c'est cadeau. D'ailleurs, autant son discours et son action avaient été médiatisés et on en a entendu parler la saison dernière, autant cette saison, sur cet esprit de ce trophée, je ne saurais te dire à qui l'attribuer parce que j'ai littéralement rien vu à ce sujet-là. Ouais, non, alors je sais pas. Peut-être, je sais pas, peut-être avec des gens qui ont un bidon recyclable. Il n'y a pas des peut-être la Wagner Bazin, vu que la viande est 100% naturelle, je sais pas. Mais franchement, c'est à se demander. Non, mais je sais pas comment ils vont faire, mais bien sûr, il y aura ce trophée qui sera délivré. 7e question. 4 coureurs français sur route ont gagné 3 fois le Vélo d'Or. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? C'est pas trop difficile. Démarre. Alaphilippe. Démarre, c'est non. Alaphilippe, c'est oui. En 2019, Bardet. 2020, 2021. Bardet, comme Théo l'a souligné, c'est bon. Bardet, 2016, 2017, 2024. Jalabert, qui devient le chat, c'est bon. 92, 95, 2002. Pinot, ce n'est pas une bonne réponse. Quel est le 4e homme qui a gagné 3 fois de suite? Vauclair. C'est Vauclair, en 2010, 2011, 2012. Oui. Bravo, Samuel. Vauclair, évidemment. Pour ce trophée qui a été remporté par ces coureurs. D'ailleurs, cette année, on n'a pas parlé cette année. Paul Magnier, non? Ça me paraît logique. Après, c'est toutes ces victoires. Paul Sexas. Non, il ne va pas le donner tout de suite à Sexas. Bon, honnêtement, pour moi, ça sera Paris-Peintre, Sexas et Vauclin. Ah, Paris-Peintre? Ah ouais? J'aurais dit Paris-Peintre. Vauclin. Une victoire au Ventoux. Vauclin. Mais oui, sur le papier, Vauclin. Deuxième de la Flèche Wallonne. Il a fait deuxième du Tour de Suisse avec le Tour de France. Ouais. Moi, j'aurais donné à Paul Magnier. L'impact de gagner au Ventoux, quand même. En fait, ils ont tous leur argument. Magnier, il a son argument de cette fin de saison tonitruante. Sexas, pour un néo-pro et sur les courses d'événements mondiaux, et surtout d'un jour, il a été monumental. Et Vauclin, par rapport à Magnier, il a une saison qui est complète, sauf que en fait il lui manque la fin de saison du fait de son absence. Et attends, tu sais pourquoi ils ont tous des pour et des contre. Tu sais pourquoi ils vont le donner à Vauclin? Parce qu'il va être dispo vu qu'il est blessé, donc ils vont pouvoir l'accueillir tranquillement. Regarde, il va commenter des courses et tout. Enfin bref, c'était la petite aparté pendant le quiz. Alors trouvez l'intrus maintenant. 8e question. Trouvez l'intrus, je vous donne même pas le thème. Pierre Rolland, Arnaud Desmar, Christophe Laporte, Jean-Christophe Perrault. Il faut trouver l'intrus. Attends, redis. Pierre Rolland, Arnaud Desmar, Christophe Laporte, Jean-Christophe Perrault. Après, peut-être que je vais vous donner le thème. Non, faut choisir. Choisissons un. Trouvez l'intrus. Et après, vous me dites pourquoi vous le faites. Arnaud Desmar. Arnaud Desmar, pourquoi, Samuel, tu mets Arnaud Desmar? Parce que dans le grand public, quand c'est un sprinter qui gagne, c'est un peu moins d'impact. Donc, j'aurais tendance à dire ça. Ok, Desmar aussi dedans. On dit Perrault parce que pas de victoire au Tour pour Babas. Tib? J'aurais dit Perrault pareil sur la même base en fait. Quand je compare les trois. Eh bien, c'est une victoire de Tib et de Babas puisque c'est bien que Jean-Christophe Perrault, mais pas pour ça, puisque il a eu le Vélo d'Or français, contrairement aux 3 autres. Pierre Rolland, Arnaud Desmar et Christophe Laporte n'ont pas eu le Vélo d'Or. D'accord. Voilà. Totalement différent. Ouais, totalement différent. Du coup, c'est 0,5. 0,5, mine de rien. Mais bon, t'as donné le bon nom et j'ai pas précisé. J'ai pas demandé de préciser. Mais voilà. Deuxième, trouver l'intrus. Fabio Aru, Tom Dumoulin, Jasper Philipsen, Joachim Rodriguez. Je vous laisse réfléchir, évidemment. Dans le chat, pareil, il faut donner quel thème, pourquoi vous le choisissez. Ça donne le 0,5 point en plus, on ne sait jamais. Mais donc, Fabio Aru, Tom Dumoulin, Jasper Philipsen, Joachim Rodriguez.
Non, Fabio Aru. Fabio Aru pour Samuel, Ouais. pour quel... On Attends, n'a vas-y, pas eu le vélo d'or comparé aux Aru, autres. Dumoulin, Ok. Rodriguez et qui? Philipsen. Bah Philipsen. Philipsen, pourquoi, Thib? Bah parce que Rodriguez a fait caca sur un mondial, Dumoulin a fait caca sur un Giro et Aru a fait caca sur ouais. sa fin de saison. Oui, alors, peut-être ça. on me donne Dumoulin car c'est le seul à avoir fait caca en Mondovision. Ça aurait pu être ça, mais n'oubliez pas que le thème c'est quand même Vélo d'or, mine de rien, et Awards. Oui. Donc, normalement, c'est un lien avec. Donc, la victoire est encore à ce bon vieux Thib, mais qui a choisi n'importe quoi, puisque Jasper Philipsen est juste le seul de ses coureurs à ne pas être monté sur le podium du Vélo d'or. Tout simplement. Ah ouais. Pas de Jasper Philipsen. Je pensais quand même avec sa saison C'est Roubaix, dur. ouais, c'est Ouais, dur. ouais. Tom Dumoulin, on peut comprendre. Rodriguez, on peut comprendre. En fait. C'est ça qui est dommage. Puis les gens n'aiment pas le sprint. Les gens Ouais, n'aiment pas le sprint. Non, mais il faut regarder. Franchement, sur le Vélo d'or, il n'y a pas. Enfin, il y a Peter Sagan, mais c'est pas pour les sprints qu'on l'a choisi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai, c'est vraiment assez particulier. Allez, dernière question. Pour les awards, cette fois-ci. Qui a gagné 2 fois la catégorie le coureur qui fait à chaque fois la même année, en 2023 et 2024? Quel est le coureur? Mas. Henrik Mas. Évidemment, Henrik Mas qui remporte en 2023 et 2024. C'était L'homme chaud qui aux yeux fait depuis le départ. les Non, mais années Mas, ça a été dans le chat. Mais évidemment, puisque puisqu'il fait la même chose, il se berre au Tour de France et il fait top podium de la Vuelta. Et cette année, cette année, qu'est-ce qu'on a été déçus. Ah, il était pour lui ce podium. Hein. Tu sais, mon explication pour celui-là, c'était, il peut pas clôturer un quiz sans une question. Et bien sûr, bien sûr. Mais, non mais attends, et il l'aurait sauté ce Pitcock, Henrik Mas. Moi je vous le dis, hein. Vous inquiétez pas, il aurait fini 3ème, hein. Il aurait eu son petit podium encore une fois, mais ça sera pour l'année prochaine, dans le Tour de France l'année prochaine. Ouais. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. On a traîné un petit peu, j'avais pas vu, mais on s'est bien amusé, mine de rien. Merci encore une fois à toutes les personnes qui étaient là dans le chat pour nous faire rire, pour nous donner des infos, pour discuter aussi avec nous, pour Merci le chat. participer au quiz. Merci évidemment à Samuel et à Thib pour cette émission dingo. On se retrouve bientôt, donc ça sera les transferts. Il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Je sais pas quand on reviendra, puisqu'il va falloir faire un gros truc. Et après, ce seront les awards. Voilà. Donc il y a quand même 2 gros épisodes qui arrivent. Donc il va falloir qu'on travaille tout ça. Merci messieurs. Bon ski pour Thib. Bon trail pour Samuel. Et à bientôt. Salut. Salut. J'ai que mon flocon. Allez, salut. Salut.